Des gestes bienveillants, un passage de flambeau en douceur. Emmanuel Macron a été guidé par François Hollande pour ses premiers pas de président élu. Il a participé tout à l'heure aux cérémonies du 8 mai sous l'Arc de Triomphe à Paris. Aucune prise de parole pour le nouveau président, mais des regards et des sourires qui en disent long. Emmanuel Macron qui s'est rendu ensuite à son QG de campagne où il doit remettre sa démission de la présidence d'En Marche. On retrouvera sur place Karina Chabour. Emmanuel Macron qui a largement battu Marine Le Pen pour ce second tour de la présidentielle. Il l'emporte avec plus de 66% des voix. Mais comme il l'a reconnu, pour beaucoup de Français, ce vote n'est pas un blanc-seing. Des millions de Français ont voté pour lui uniquement pour faire barrage à l'extrême droite. François Hollande l'a confirmé, la cérémonie de passation de pouvoir avec Emmanuel Macron aura donc lieu dimanche. Les deux hommes ont commémoré côte à côte les cérémonies du 8 mai 45, victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Il y avait beaucoup de complicité entre deux. François Hollande dit avoir eu beaucoup d'émotions, à donner la marche à suivre à son ancien ministre. Regardez. L'élu est arrivé quelques minutes avant François Hollande sur les Champs-Élysées. Sans aucun doute, les badauds sont venus pour Emmanuel Macron. Désespoir, plein la tête. Des 11 candidats à l'élection présidentielle, c'était de loin le plus européen. Et c'est, je pense, une manière de relancer l'Europe, cette élection d'Emmanuel Macron. Ce qui me touche particulièrement, c'est que on parle à tous les Français, j'espère, et on rassemble, sans diviser surtout. C'est la jeunesse et c'est, comme je disais, le renouveau. J'espère qu'il sera à la hauteur de nos espérances. Puis le protocole reprend ses droits. François Hollande, quelques jours encore, président de la République, officie pour sa dernière cérémonie du 8 mai. Remontée des Champs-Élysées et au bout du cortège, l'image du jour. Comme le temps passe vite, il y a 5 ans, il était son secrétaire général adjoint à l'Élysée. Il est depuis hier son successeur. Dépôt de gerbes, ensemble, avant de raviver ensemble la flamme du tombeau du soldat inconnu et cet instant de recueillement ensemble. La cérémonie officielle se prolonge comme la fin d'un premier apprentissage, mais pour François Hollande, pas question de parler d'héritier. Moi, je ne veux pas capter Emmanuel Macron, c'est les Français qui l'ont choisi. C'est vrai qu'il m'a suivi tout au long de ces dernières années, lorsque j'étais moi-même candidat, puis ensuite quand je suis devenu président, il a été ministre d'un gouvernement. Mais après, il s'est émancipé, il a voulu présenter un projet aux Français, il s'est présenté devant eux, il a été élu, il est le président. Dimanche, ce sera la passation de pouvoir et Emmanuel Macron sera cette fois seul à l'image et face à son quinquennat. Et vous le voyez, Emmanuel Macron s'est éclipsé un peu avant la fin de la cérémonie pour rejoindre son QG dans le 15e arrondissement de Paris. Cette fois, c'est lui qui passe le flambeau. Karina Chabour, bonjour, vous êtes sur place. Le conseil d'administration de son mouvement En Marche se réunit depuis midi et Emmanuel Macron doit remettre sa démission. Oui, absolument, remettre sa démission de la présidence de ce mouvement En Marche pour mieux se consacrer à sa nouvelle tâche, nommer un Premier ministre, créer un gouvernement avec un calendrier très serré puisque son premier Conseil des ministres, eh bien, ce sera pour mercredi en 8. Il doit aussi constituer sa majorité présidentielle avec là aussi un calendrier serré. Les listes doivent être déposées le 19 mai prochain et Jean-Paul Delevoye, qui est le président de la commission des investitures d'En Marche, me disait tout à l'heure que les noms des premiers investis, la République En Marche ou la France En Marche, on ne sait pas encore le nom précis, eh bien, seront connus dans les jours qui viennent. Donc effectivement, il s'agit d'aller vite. Et puis Emmanuel Macron, que l'on reverra côte à côte avec François Hollande, ce sera mercredi prochain pour une cérémonie célébrant l'abolition de l'esclavage et également, bien évidemment, dimanche pour la passation de pouvoir. Dans quel état d'esprit le mouvement, les ténors du mouvement En Marche sont en train de finaliser ces listes de candidatures pour les législatives ? Écoutez,
côté, eux, ils se disent très confiants. Ils estiment que le score réalisé hier par Emmanuel Macron lui donne un élan, une dynamique qui va lui permettre de constituer une majorité de rassemblement la plus large possible. Croit-on ici? On sait que dans les faits, cela sera plus compliqué. Il y a 577 investitures, moins 14 qui sont déjà connues en marche. Et donc, ce résultat, il sera composé pour moitié de personnalités issues de la société civile, des novices en politique qui seront positionnés sur des endroits que l'on dit gagnables. Et pour le reste, eh bien, il faudra composer avec les partis existants, les républicains, les socialistes, les centristes qui devront abandonner leur étiquette d'origine pour rejoindre cette nouvelle République en marche. Et là-dessus, on sait que ça sera sans doute plus compliqué que ce qu'ils en disent. Ici, si vous voulez, on insiste sur le fait que l'on a entendu la colère, le fait que le pays était fracturé et que la seule réponse à apporter à cette colère, la seule solution, eh bien, c'est un projet, c'est l'action. Et on compte effectivement sur cette majorité pour pouvoir mettre en œuvre, en musique, ces réformes attendues. Et on insiste aussi sur le fait que la campagne, elle sera précisément menée sur le fond, sur ce projet. On estime que la campagne présidentielle a été trop polluée par les affaires et que désormais, il est question de parler du fond. Merci beaucoup Karina Chabour en direct du QG de campagne de l'ex-candidat Emmanuel Macron. J'ai avec moi sur ce plateau Olivia Grégoire, bonjour. Vous êtes directrice du cabinet stratégie d'influence Olicare. On va étudier ensemble tout à l'heure la sociologie du vote d'hier. En face de vous, Roselyne Fay, journaliste politique à France 24. Roselyne, est-ce que des politiques de droite et de gauche ont déjà fait des appels du pied à Emmanuel Macron? Bien sûr, il y en a plein. Il y a Bruno Le Maire qui n'a cessé de le dire hier sur tous les plateaux de télévision. On voit réapparaître aussi Ramayad qui pose des conditions, elle, à un éventuel ralliement à Emmanuel Macron. Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus cachés, qui ne le disent pas ouvertement, mais qui le font savoir à l'intéressé, c'est-à-dire au président de la République. Oui, c'est vrai que ça va être compliqué pour Emmanuel Macron d'abord de choisir son Premier ministre. Il l'a sûrement choisi, c'est évident. Mais quel signal doit-il envoyer? Ce sera une contrainte de donner à la fois des gages à la gauche et à la droite pour ce choix du Premier ministre? Non, il va falloir... Oui, enfin, il ne doit rien à personne. Il a été très bien élu avec 66%. Il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est législative en juin. Et il va falloir la jouer fine, comme on dit. C'est-à-dire que est-ce qu'il choisit un Premier ministre qui va être, dans le fond, de sa majorité, enfin de son camp, c'est-à-dire plutôt la gauche, même s'il s'est dit depuis longtemps qu'il choisirait à la fois le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. On sait tout de même que son camp, quand même, parce que tous ceux qui l'ont soutenu depuis le début appartiennent beaucoup au Parti socialiste. Donc, est-ce qu'il choisit un intérimaire qui restera que quelque temps, quitte à changer de Premier ministre s'il doit y avoir une cohabitation, parce que la droite, eh bien, dans le fond, elle reste très mobilisée. Ça reste des rivaux, la droite. Alors, certains veulent proposent la main tendue à Emmanuel Macron, mais pour les législatives, M. Barouin, qui va mener ces élections, a été très clair. Ceux qui iront du côté d'Emmanuel Macron seront exclus. Donc ça va être compliqué, ça va être un jeu d'équilibriste pour Emmanuel Macron, qui va devoir à la fois surprendre et rassurer. Surprendre parce qu'il va falloir qu'il tienne ses promesses, c'est-à-dire que ce soit le renouvellement de la classe politique, mais à la fois de l'expérience, à la fois de son camp, mais à la fois pas trop non plus. Et puis, surtout, montrer qu'il n'y a pas de continuité avec François Hollande, qui aujourd'hui a dit oui, Macron m'a suivi, puis il s'est émancipé, ce qui est vrai, fort de l'expérience acquise auprès de moi. Donc, il ne perd pas le nord. François Hollande, et en quelque sorte, il veut montrer une filiation entre lui et le nouveau président. Il passe en quelque sorte le sceptre à sa créature, Emmanuel Macron, qu'il a effectivement découvert. Même si c'est Jacques Attali qui lui a présenté, il l'a pris à son cabinet et il en a fait un ministre de l'économie. Et on connaît la suite. Alors, ces premières heures qui suivent l'élection d'Emmanuel Macron sont bien sûr observées à la loupe, en France, mais aussi à l'étranger. Les symboles, les signes comptent pour beaucoup. C'est donc pas un hasard si hier soir, il avait choisi l'hymne européen pour s'avancer vers les dizaines de milliers de partisans qui l'attendaient devant les pyramides du Louvre. Florence Thomazeau. Dans une mise en scène réglée au cordeau, sur la musique de l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen, Emmanuel Macron fait son entrée au carrousel du Louvre.
Alors que la foule l'attend depuis plusieurs heures, il monte sur l'estrade qui domine les Tuileries. Les bras levés vers le ciel faisant le V de la victoire, le nouveau président savoure son élection. Ses premiers mots vont à ceux qui l'ont soutenu. Vous l'avez emporté! La France l'a emporté! Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Aux côtés de sa femme Brigitte, Emmanuel Macron entonne la Marseillaise. La foule est conquise. Macron président! Ah bah la France c'est à nous! C'est à tout le monde! L'ambiance a eu un petit peu de mal à se mettre en route, mais dès que le nouveau président est arrivé, ça a été formidable. J'ai toujours voté pour la gauche, mais là, le fait de voter pour M. Macron, pour moi, c'est un nouveau souffle parce que tout simplement, il représente un nouveau visage, il représente une nouvelle génération. Devant la pyramide du Louvre, les électeurs d'En Marche fêtent en chantant et en dansant l'élection du plus jeune président de France. Sur scène, les groupes comme Magic System se succèdent. Ce n'est qu'après le départ du vainqueur que la place s'est vidée de son public. Et d'après les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron l'a remporté avec 66,10% des voix, 33,4% pour Marine Le Pen. Olivia Grégoire, quels sont les chiffres que vous retenez ? Alors, je vais vous dire les chiffres que je retiens parce que j'ai eu le plaisir de travailler un peu la sociologie des votes et il y a 2-3 choses intéressantes. Je voulais juste revenir sur un point que vous souleviez à juste titre. Ça va être d'autant plus compliqué les jours qui viennent que les positions des deux principaux partis de gouvernement sont radicalement opposées. Vous avez un parti socialiste qui, la semaine dernière, a expliqué qu'on pouvait rester au parti socialiste tout en ayant une investiture en marche, ce qui n'était pas exactement la position du parti socialiste il y a un mois à peu près. Et vous avez François Baroin, effectivement, qui a clairement réaffirmé qu'il faudrait faire un choix entre une investiture les Républicains ou En Marche. On sent donc déjà quelque part poindre des alliances nombreuses et possibles avec le PS, puisqu'il n'y aura pas d'empêchement, alors que ce sera plus difficile chez les Républicains. On disait aussi cette nuit sur les réseaux sociaux qu'un certain nombre de Républicains décidés à soutenir En Marche seraient prêts à quitter les Républicains et, je ne sais pas si c'est un scoop, mais je vous le dis, à fonder un autre mouvement, peut-être même au sein des Républicains, mais qui pourrait s'appeler les Républicains indépendants, ce qui donc nous c'est une rappelle, forme de démantèlement. C'est un peu ce vers quoi nous allons. On voit mal d'ailleurs comment les Républicains peuvent rester avec un périmètre aussi large d'opposition. Il a dit il y aura un schisme à droite entre la droite libérale et la droite dure. Il est en cours et il est vrai qu'un parti peut difficilement rester cohérent en ayant autant de divergences. On l'a vu en son sein et je pense que c'est en cours dans les prochaines heures. Par rapport aux chiffres, effectivement, 66%, c'est une large victoire. Il y avait et c'est surtout les moins de 35% pour Marine Le Pen qui sont intéressants, même si hier elle dansait une danse de la victoire qui laissait présager qu'elle en était ravie. Son père lui a gentiment rappelé, comme tout au long de la campagne, que c'était assez décevant comme chiffre et que l'erreur, c'était l'Europe. Alors, si on prend 2 minutes pour la sociologie des votes. Déjà, hier, on entend beaucoup, on a voté pour faire barrage à Le Pen, on a voté pour... Oui, on a néanmoins quand même à 57%, je cite les chiffres d'Opinionway qui ont sorti cette sociologie cette nuit, on a voté à 57% pour qu'Emmanuel Macron soit élu. Et à 43% pour battre Emmanuel Le Pen. Donc oui, il y a cette notion de front républicain, mais je dirais pas que. Il y a aussi, quelque part, des gens qui ont voté en faveur d'Emmanuel Macron. Mais quand on dit vote en faveur, c'est on vote pour le renouvellement de la classe politique, un visage nouveau, ou on vote pour un programme ? Ça n'est pas... ils sont pas rentrés encore dans ce niveau de détail. La question est fort pertinente et je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui sans faire de la fiction. Moi, je m'attendais plutôt à un 80% pour faire barrage à Le Pen et un 20% d'adhésion. On a quand même des chiffres un peu plus mitigés avec 57-43, donc quand même effectivement un front républicain important, mais quelque part une adhésion à l'homme, au programme, au renouvellement, à ce qui porte. Donc c'est pas un vote contraint comme certains disent. Ça n'est pas qu'un vote contraint, en tout cas moins contraint qu'il n'y paraîtrait. Ouais. Deuxièmement, vous l'avez tous très bien dit, mais ne l'oublions pas, on a quand même 25% des Français qui ne se sont pas déplacés. On a un record absolument historique en matière de vote blanc, 4,2 millions de vote blanc, soit 8,8% des suffrages et 12% des votants. Si on regarde ça très simplement, ça veut dire qu'un Français sur 3
a choisi de ne pas choisir. Donc, au-delà de la problématique législative qui s'annonce, Emmanuel Macron, et vous l'avez dit, c'est loin d'être un blanc-seing quand on a à peu près 20 à 30% de la population qui a choisi de ne pas choisir. Sur les reports, il est intéressant de voir que les reports sur lesquels on s'attendait le moins à de la fidélité par rapport aux consignes de vote, j'entends par exemple M. Poutou, M. Hamon, M. Mélenchon, ces reports se sont très clairement faits en faveur d'Emmanuel Macron. Donc il y a là un vrai effet front républicain. On sait combien ces groupes politiques ne soutiennent pas la philosophie politique et économique d'Emmanuel Macron, mais 61% des votants Poutou du premier tour ont voté pour Emmanuel Macron. 88% des votants Hamon ont voté pour Emmanuel Macron. 62% des votants Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron. Donc ça, c'est intéressant. Ça vient contredire la consultation qui avait été faite par la France Insoumise. Ça vient, si ce n'est contredire, effectivement, déjà démontrer que les partis sont définitivement plus propriétaires des votes et de l'avis des électeurs, et que quelque part, le spectre du Front National a quand même fait se déplacer un certain nombre d'insoumis. Là où c'est intéressant, c'est sur François Fillon et Nicolas Dupont-Aignan. François Fillon, vous avez 56% uniquement de fillonistes qui sont allés voter en faveur d'Emmanuel Macron, et 23% d'entre eux qui se sont reportés sur Marine Le Pen. C'est important parce que c'est au sein de l'échiquier, avec Nicolas Dupont-Aignan, les votants qui se sont le plus reportés sur Marine Le Pen. Donc là, on le voit aussi, peu importe les consignes, ou en tout cas le vote personnel qu'avait annoncé François Fillon, les Républicains n'ont pas suivi très majoritairement. On en termine avec un Nicolas Dupont-Aignan qui souffre dans cette campagne, au-delà du score terrible qu'il a eu dans sa propre ville, où à 65% ça a voté Macron. Nicolas Dupont-Aignan, c'est une mitigée absolument. 36% des votants Dupont-Aignan ont voté pour Marine Le Pen, 37% des votants Dupont-Aignan ont voté pour Emmanuel Macron. Donc vous avez... Ça veut dire que l'alliance était peut-être pas aussi stratégique que ça entre les deux, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, parce que ça a brouillé un peu les cartes, notamment sur l'euro. Elle a été un peu obligée de tempérer un peu ses propos. Oui, enfin, en fait, Marine Le Pen, on l'a vu, au bout d'un moment, ne savait plus où elle habitait. Elle nous proposait deux monnaies, puis avant c'était un référendum, puis c'était plus un référendum, et puis enfin c'était totalement incompréhensible. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on sent, et on en avait parlé, je crois, au premier tour, et vous le disiez à juste titre, les extrêmes parfois se rejoignent dans les reconfigurations politiques. Quand vous voyez la masse de votre Fillon qui s'est reporté sur Marine Le Pen, plus la masse Nicolas Dupont-Aignan qui se reporte sur Marine Le Pen, on en revient à ce schisme au sein des Républicains, il paraît évident. Je veux dire, quand vous avez un tiers à deux tiers des électeurs qui se reportent sur Marine Le Pen, ça va poser des sujets. Ce qui est intéressant aussi, pour terminer, c'est que on dit souvent, et notamment au premier tour, que le vote s'est fait dans les dernières minutes, dans les dernières heures, dans les derniers jours. Nous avons ici 48%, et c'est un chiffre qu'il faudra à mon avis travailler, 48% des votants Emmanuel Macron ont voté et ont choisi de voter Emmanuel Macron à l'issue du premier tour. Ça veut donc dire que l'adhésion était absolument pas programmatique ou vis-à-vis de l'homme jusqu'au premier tour, que le danger allant Marine Le Pen au second tour ont fait définitivement se cristalliser les votes en faveur d'Emmanuel Macron. Mais ça corrobore aussi le fait qu'il n'a pas un blanc-seing, puisque ça n'est pas des adhésions qui datent d'il y a 6 mois, ce sont des adhésions qui datent d'il y a 2 semaines, quand le danger Front National est apparu. Donc l'échiquier politique, certes, est assez mouvementé et en pleine recomposition, et l'équipe d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron vont devoir faire très attention dans les semaines qui viennent, et les premiers symboles et les premières images sont importantes, de ne vraiment pas donner le sentiment que c'est un chèque en blanc que lui ont fait les Français, parce que tous les chiffres et tous les éléments dont on dispose aujourd'hui le prouvent. Une question, je ne sais pas laquelle veut prendre la parole. Est-ce qu'on a déjà des projections sur ce que pourrait donner l'issue des législatives ? Oui. Oui, peut-être. Il y a eu un sondage la semaine dernière. Il y en a 2, 3, oui. Il y a les Échos qui ont sorti une étude assez intéressante. Alors, on a là il a une majorité, là. Voilà, exactement. Une majorité pour Emmanuel Macron, majorité présidentielle qui pourrait aller de 249 à 286 sièges. Assez ambitieux. Là, on est sur une majorité potentiellement absolue. Si vous me demandez mon avis, je pense que majorité il aura absolue, je ne sais pas, étroite et légère, elle sera.
et qu'il gouvernera avec une majorité de projets. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche. Combien de temps cela pourra-t-il tenir à voir? LR UDI 200 à 210, ce qui démontre bien qu'il y a encore un vote de droite. Un effondrement total et très inquiétant du Parti socialiste, entre 28 et 43 sièges. Et 93, la défaite. Ce qui est historiquement, qui est déjà même difficile à imaginer. Je veux dire, imaginez 28 députés socialistes dans une assemblée de 577. J'en termine, 15 à 25 députés Front National qui devraient rentrer à l'Assemblée. Et le Front de gauche. Et Front de gauche. Et Front de gauche aussi. Mais moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que l'opposition, elle sera dans la rue. Elle risque d'être dans la rue parce que des forces vont se lever. Forcément, il suffit déjà de lire les interviews aujourd'hui des patrons des antennes syndicales qui il y a d'ailleurs un appel à manifester aujourd'hui. Absolument. Donc les forces vont se lever devant les réformes qu'il veut faire sur le droit du travail, cette fameuse flexi-sécurité. Il veut légiférer par ordonnance, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite. Donc demander l'autorisation au Parlement, de passer non pas en force, mais enfin ça y ressemble un petit peu. Donc là, on va voir les forces se lever, le Front de gauche va être dans la rue, et puis tous les corporatismes, les syndicats ne vont pas se laisser faire. Donc ça va être une grosse partie pour le nouveau président. Vous restez avec moi ici en plateau. On va regarder maintenant les réactions internationales. Il y en a forcément énormément. Preuve que cette élection a été observée également à l'étranger. Dans un communiqué, Theresa May se dit impatiente de travailler avec le président français sur un grand nombre de priorités communes. On voit les réactions à Londres et dans la presse britannique avec notre correspondant Hervé Amoric. Regardons la presse britannique ce matin. Il est clair que l'élection d'Emmanuel Macron occupe le devant de la scène britannique. Il est à la une de tous les grands quotidiens britanniques, à commencer par le Times ici, qui parle d'une victoire écrasante et dit qu'Emmanuel Macron, cette élection vient rompre avec une vague nationaliste, une vague anti-mondialisation qui saisissait l'ensemble du monde occidental. Le Guardian au centre-gauche, de son côté, lui met l'accent sur la mission presque impossible qui est celle d'Emmanuel Macron, rassembler un pays divisé, fracturé, dit le Guardian, en rappelant bien sûr que l'extrême droite française fait ici son score historique. Et pour finir, le Daily Telegraph, qui est le journal le plus proche du gouvernement conservateur, lui voit Emmanuel Macron comme un nuage qui vient assombrir le ciel du Brexit. Et cela, c'est intéressant parce qu'il le voit comme un candidat qui va défendre l'Union européenne, le candidat pro-européen s'il en est. En revanche, si l'on parle au ministre britannique, il est très clair que Emmanuel Macron était le candidat favori du gouvernement de Theresa May, qui, comme vous l'avez dit, l'a félicité chaleureusement dès l'annonce des résultats, parce qu'il est vu comme un homme politique solide, pragmatique, avec qui l'on peut négocier. Il est clair, on s'attendait à ce que le président français défende les intérêts de la France, qu'il défende l'Union européenne. Cela, c'est pas nouveau. Et ici, c'est une des pièces du puzzle, des dernières pièces du puzzle qui se mettent en place. Il en reste encore 2 à mettre en place pour que le Royaume-Uni pour que Theresa May et son gouvernement puissent entamer de manière vive les négociations sur le Brexit. C'est maintenant qui va parler pour l'Allemagne. Est-ce que ce sera encore Angela Merkel ? Et enfin, remporter les élections législatives générales ici le 8 juin. Et si l'on en croit les élections municipales qui viennent d'avoir lieu et qui ont donné une défaite cuisante aux travaillistes, eh bien le gouvernement conservateur devrait remporter ces élections-là haut la main. Voilà, Emmanuel Macron est un personnage politique encore assez méconnu des Français et pour cause, sa première et unique participation à un gouvernement remonte à août 2014. Retour sur son parcours, sur son ascension fulgurante avec nos confrères de France 2. Un visage inconnu du grand public il y a 3 ans. Impressionné face aux caméras, Emmanuel Macron devient alors ministre de l'économie. Je veux dire que je suis le premier surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Contraste saisissant avec le candidat, accueilli désormais sur scène comme une rockstar devant des salles de meeting pleines. Partout, vous alliez le faire gagner. Vive la France! Une transformation fulgurante entamée il y a à peine 1 an. Ce jour-là, à Amiens, il est encore ministre de l'économie. Mais il décide déjà de jouer sa carte personnelle.
Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. C'est la naissance d'En Marche. Des militants, souvent jeunes, inscrits sur Internet. Et une méthode, le porte-à-porte dans toute la France. Bonjour madame. Bonjour. C'est Thibaut. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Moi personnellement, c'est la montée des extrêmes. Qu'est-ce qui marche en France? Je pense que c'est le savoir-faire. En marche avec Emmanuel Macron. Remonter des propositions, mobiliser des milliers de volontaires. Déjà une campagne de terrain. Mais la stratégie personnelle d'Emmanuel Macron agace vite François Hollande et Manuel Valls, qui le recadrent ici publiquement sur les bancs de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron encaisse, mais il ne renonce pas à ses ambitions. Au contraire, il poursuit les meetings et durcit le ton. Notre pays, il est usé par les promesses non tenues. Usé aussi de l'entre-chien et loup, nourri de l'entre-soi. Un positionnement anti-système qui lui réussit dans les sondages. En août dernier, Emmanuel Macron enfonce le clou et quitte le gouvernement. J'ai touché du doigt les limites de notre système politique. Je souhaite, aujourd'hui, entamer une nouvelle étape de mon combat. Une candidature à l'Élysée, officialisée 3 mois plus tard. Le contexte est alors pour lui des plus favorables. François Hollande ne se représente pas et le candidat de la droite est fragilisé. Emmanuel Macron peut donc poursuivre son ascension éclair. En Marche revendique déjà plus de 250 000 adhérents. Meeting géant, t-shirt, pancarte. En un temps record, Emmanuel Macron, 39 ans, a organisé une campagne plus efficace que les partis traditionnels. Voilà, restez sur France 24, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette édition spéciale. A tout de suite. Avec l'application Western Union, c'est facile d'envoyer de l'argent d'ici, de là-bas ou de n'importe où. Et encore mieux, vos frais de transfert à partir de 2,90 €. Téléchargez l'application dès maintenant. Western Union, le transfert d'argent fait sa révolution. Trouvez l'hôtel qu'il vous faut sur kayak.fr. France 24. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Avec l'application Western Union, c'est facile d'envoyer de l'argent d'ici, de là-bas ou de n'importe où. Et encore mieux, vos frais de transfert à partir de 2,90 €. Téléchargez l'application dès maintenant. Western Union, le transfert d'argent fait sa révolution. Trouvez la voiture de location qu'il vous faut sur kayak.fr.
France 24. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Des gestes bienveillants, un passage de flambeau en douceur. Emmanuel Macron a été guidé par François Hollande pour ses premiers pas de président élu. Il a participé tout à l'heure aux cérémonies du 8 mai sous l'Arc de Triomphe. Aucune prise de parole pour le nouveau président, mais des regards et des sourires qui en disent long. Emmanuel Macron qui s'est rendu ensuite à son QG de campagne où il doit remettre sa démission de la présidence d'En Marche. Emmanuel Macron qui a largement battu Marine Le Pen pour ce second tour de la présidentielle. Il l'a emporté avec plus de 66% des voix. Mais comme il l'a reconnu, pour beaucoup de Français, ce vote n'est pas un blanc-seing. Des millions d'électeurs ont voté pour lui uniquement pour faire barrage à l'extrême droite. Emmanuel Macron est un homme pressé. Il a déjà détaillé quelles seraient ses priorités en cas de victoire. Bien sûr, la mise en application de ces premières mesures dépendra de la majorité parlementaire qui émergera le 18 juin au soir à l'issue des élections législatives. On voit donc ces premières mesures avec Noémie Roche. Chantier numéro 1 pour Emmanuel Macron, faire voter une loi de moralisation de la vie publique. Après une campagne présidentielle marquée par les affaires Fillon et Le Pen, le nouveau président veut interdire aux ministres et aux parlementaires d'embaucher des proches. Macron souhaite aussi l'imposition de tous les revenus des parlementaires. Le président élu veut aller vite. Le projet sera présenté avant les législatives de juin. Autre réforme promise avant l'été, celle du travail. Le nouveau président compte plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Il s'agit aussi de donner carte blanche aux entreprises pour négocier des accords sur le temps de travail et les salaires. Un chantier à haut risque social. Emmanuel Macron assume et compte légiférer par ordonnance. Priorité aussi pour le président élu, la réforme de l'école primaire. Avec une mesure phare, limiter à 12 le nombre d'élèves par classe en zone d'éducation prioritaire. Enfin, Emmanuel Macron a promis d'insuffler un nouveau souffle à l'Union européenne. Il souhaite une Europe plus concrète et plus protectrice. Pour cela, il veut doter la zone euro d'un vrai budget pour répondre aux crises économiques et compte créer un fonds européen de défense. Une alliance solide et équilibrée. Roselyne, est-ce qu'il va devoir gouverner par ordonnance ? Est-ce qu'il va pouvoir surtout il faut qu'il ait une majorité pour cela. Donc légiférer sur ordonnance, ça veut dire quoi ? On demande au Parlement de quitus au gouvernement pour pouvoir non pas passer en force, mais agir vite. Donc c'est un peu un 49-3, on va dire, pour faire des réformes, notamment sur le code du travail, il veut réformer la flexi-sécurité, il veut sur le chômage, l'assurance chômage, il veut changer les choses, aussi sur la retraite, on l'a vu dans le sujet, sur la sécurité, il veut maintenir l'état d'urgence, et puis on l'a vu aussi le dossier européen qui va être très important pour l'Europe, et puis pour la France aussi. Il va aller voir Angela Merkel pour lui dire en quelque sorte, on n'est pas des latins qui dépensons mais qui ne faisons pas les réformes. On va faire les réformes, mais en contrepartie, on veut de l'argent, c'est-à-dire des plans d'investissement sur, mettons, le climat, le Erasmus, des grands sujets. Donc voilà un peu les grands chantiers. Merkel qui a dit qu'elle était prête à réduire le chômage en France, en particulier chez les jeunes. Oui. Oui. Donc voilà, ça va être le chantier terrible de François Hollande, d'Emmanuel Macron. Enfin, le chantier terrible, oui, sur le chômage, ça a été le chantier terrible de François Hollande qui n'a pas réussi à inverser sa fameuse courbe. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron alors on l'a beaucoup traité d'héritier, en tout cas, il a l'héritage de François Hollande sur ce dossier-là. C'est pour ça qu'il veut aller vite. Mais pour aller vite, il faut qu'il en ait les moyens. Et pour cela, il lui faut cette majorité. Donc ça va être, on va dire, encore un autre pari pour lui, puisqu'il avait fait le pari, c'était celui de gagner. Il doit faire le pari de réussir à avoir cette majorité pour pouvoir gouverner confortablement, même s'il aura des oppositions qui vont se lever du côté de l'extrême gauche, de la France insoumise, de la rue, des syndicats, des corporations
population, toutes ces forces qui vont se lever pour lui mettre des bâtons dans les roues, bien évidemment. Alors on parle beaucoup depuis ce matin forcément de cette victoire d'Emmanuel Macron. On parle moins peut-être à tort de la défaite de Marine Le Pen qui a quand même réussi à avoir plus de 10 millions de voix hier. Olivia Grégoire, est-ce que le Front National peut encore exister tel qu'il existe jusqu'ici? On sait que Marine Le Pen a dit qu'elle voulait une transformation profonde. Ça peut être quoi? Alors, c'est effectivement une situation assez confuse pour le Front National. Reprenons déjà l'épisode d'hier. Marine Le Pen, effectivement, parle de cette transformation. Sa nièce, une heure après, est en média. On lui demande sur un plateau ce qu'elle pense de cette transformation dont a parlé sa tante une heure avant. Marion Maréchal Le Pen fait mine de ne voir absolument pas de quoi parle Marine Le Pen. Donc on a passé la soirée hier dans un espèce de jeu de dupes avec un Florian Philippot qui n'était pas très en joie. Un certain nombre de montages circulent sur les réseaux sociaux pour le montrer. Et en fait, lorsque vous regardez la situation du FN, c'est un peu compliqué. Il y a à la fois des raisons pour le Front National de se réjouir. Il y en a une, c'est d'être parvenu à prendre 3,5 millions de voix entre un premier tour et un second tour. On disait qu'elle n'avait pas de réserve de voix. On ne le dit pas assez. Son père n'a jamais réussi à le faire. Aujourd'hui, le Front National s'est rassemblé au-delà de son propre camp. C'est à noter. Pour moi, c'est un enseignement notoire de cette élection qui va planer sur la présidence d'Emmanuel Macron. Le danger est lourd. On n'est plus à un 80-20, on est à un 65-35 à 66-34. Le fait qu'elle soit un peu en deçà de 35% n'est pas, pour l'état-major du Front National, à l'inverse, n'est pas une bonne nouvelle. Le fameux 40%, c'était la ligne de flottaison qu'elle s'était fixée. On disait aussi hier, il faut qu'elle double le score de son père de 2002, donc un 36-40% était plus attendu qu'un 34%. Bon. Néanmoins, quand vous voyez la progression des voix entre les deux tours, c'est quand même une alerte. Donc attention juste, parce qu'on mélange souvent sur les plateaux, pas vous évidemment, mais les pourcentages exprimés et le nombre de voix. Voilà. Le nombre de voix, et je le répète, 3 500 000 voix de plus entre le premier tour et le second tour. Ça n'était pas le cas en 2002, premièrement. Deuxièmement, ça fait des années que le Front National essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas de dissension interne. Non, 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 nous n'avons pas une aile gauche, une aile droite, nous sommes différents, non, non, non. Aujourd'hui, le Front National est en pleine adolescence, voire même en crise d'adolescence. Il va y avoir des tensions, voire des dissensions extrêmement fortes qui sont déjà réelles entre la frange droite, portée par Marion Maréchal Le Pen, et la frange plus centre ou gauche du Front National porté par Florian Philippot. Il va y avoir des tensions extrêmement fortes. Marine devrait parvenir à se maintenir, changer de nom, les Français sont pas idiots, ça n'est pas en faisant un coup de maquillage et en changeant le nom, les Républicains l'ont tenté, ça n'a pas fait de révolution, donc je crois pas que ce soit en ripollinant le nom d'un parti qu'ils y parviendront. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir à l'intérieur une obligation d'analyser les courants en puissance et de ne pas mettre la cocotte minute, le couvercle sur la cocotte minute, parce que le Front National explosera le cas échéant entre des Gollnisch, des Marion Maréchal Le Pen et des Philippot. Je pense que Florian Philippot ne va pas passer des jours très faciles les jours venants. Je pense que la campagne va être difficile pour lui. Et il se peut que ce soit celui qui soit le fusible qu'on fasse éventuellement sauter pour redonner un nouveau départ au Front National. J'ajoute à ça qu'à mon avis, il y en a une qui ne loupera pas le nouveau départ du Front National. Elle est jeune, elle est redoutablement dangereuse et c'est Marion Maréchal Le Pen. Merci beaucoup à vous deux, mesdames.